des hauts fonctionnaires. Donc, vous nous faites l'honneur, l'une puis l'autre, d'introduire cette riche journée d'échange, chacun avec votre prisme disciplinaire, mais autour d'une même question. Les objectifs d'adaptation sont-ils à la hauteur des dérèglements en cours et à venir? Je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie. Bonjour et merci de votre invitation à intervenir. Donc, c'est une présentation que j'ai ancrée par rapport à l'évaluation, notamment dans les récents rapports du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Je pars avec une des figures de synthèse du rapport du GIEC qui montre le réchauffement planétaire observé, des personnes nées à des moments différents, les évolutions de la température planétaire médiane pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, premier aspect, les risques climatiques vont dépendre de l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'atténuation. Mais vous voyez également que même dans un scénario de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on va en fait vers un réchauffement qui se poursuit pendant plusieurs décennies, d'où la deuxième facette pour limiter les risques, les pertes et les dommages, qui est celle de l'adaptation. Donc c'est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, visant à en atténuer les effets préjudiciables et exploiter les effets bénéfiques. Et dans le monde aujourd'hui, la plupart des actions d'adaptation, elles sont incrémentielles, réactives. On est touché par un événement, on se prépare à mieux gérer la fois suivante, fragmentées, spécifiques à chaque secteur, inégalement distribuées, avec une vraie difficulté à toucher les communautés les plus vulnérables, et avec également la mise en évidence d'effets indésirables, la maladaptation. On a également un décalage entre la planification de l'adaptation et la mise en œuvre. Et le défi est de passer de cette adaptation fragmentée par réaction à une adaptation transformatrice, donc qui modifie les attributs fondamentaux d'un système socio-économique, y compris le cadre juridique, par anticipation du changement climatique à venir. On va passer à la diapo suivante. Je pense que j'ai besoin d'aide technique pour le faire. Donc, ce que l'on voit également, diapo suivante s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Elles sont dominées par l'utilisation des énergies fossiles, 70% de l'effet de serre que nous ajoutons. On peut noter un léger ralentissement des émissions de CO2 liées à la déforestation dans le monde. On peut également noter la poursuite de la hausse des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, avec néanmoins une baisse de ces émissions de CO2 liées aux énergies fossiles en France comme dans 26 pays dans le monde. Et enfin, j'ai souligné le devenir de nos émissions de CO2, pour lesquelles à peu près la moitié s'accumule dans l'atmosphère chaque année et l'autre moitié est reprise par la végétation, les sols, réponse naturelle, mais aussi l'océan, ce qui conduit à son acidification et ce qui souligne l'importance des services que nous rendent les écosystèmes, ici par le stockage de carbone. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, du fait de ces émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, la concentration continue à augmenter dans l'atmosphère, l'accumulation de chaleur dans le système climatique se poursuit et se manifeste par ce réchauffement qui est observé à un rythme rapide. Vous voyez sur la diapo précédente que le niveau de réchauffement planétaire, pour la première fois, atteint 1,5 degré sur l'année 2024. En moyenne, sur 10 ans de conscience climat, il atteint 1,2 degré. Et la réactualisation de l'attribution montre que la partie due aux émissions de gaz à effet de serre, en partie contrebalancée par la partie due à nos rejets de particules de pollution, fait que l'influence humaine sur le climat est égale au réchauffement observé. Aucun facteur naturel n'explique cette accumulation de chaleur dans le climat. Diapo suivante. Donc, un climat qui se réchauffe va affecter la fréquence et l'intensité d'un ensemble d'événements extrêmes, notamment les extrêmes chauds directement. Donc, des événements qui étaient impossibles en climat pré-industriel deviennent possibles. On a également une intensification des sécheresses agricoles. Un climat plus chaud vide plus rapidement les sols de leur humidité lorsqu'il y a un manque de pluie. Et dans certaines régions, notamment méditerranéennes, on a une baisse de la pluviométrie en moyenne. Et enfin, un climat plus chaud dope directement les pluies extrêmes. C'est connu depuis le 19e siècle. Une atmosphère 1 degré plus chaude peut contenir 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Ce que l'on observe, je vous ai mis les liens vers
ce que la communauté scientifique peut faire quasiment en temps réel, c'est-à-dire arriver à discerner sur un événement à fort impact en quoi le changement climatique dû aux activités humaines a augmenté la probabilité d'occurrence ou l'intensité de ces événements. Sur les événements de plus extrêmes récents, en France, en Europe de l'Est, en Espagne, à chaque fois, on arrive à des estimations de l'ordre de 15% de pluviométrie supplémentaire du fait du réchauffement dû aux activités humaines. Et je rappelle que dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes dans des contextes de vulnérabilité élevés au changement climatique. Et déjà, la moitié de la population mondiale fait face plusieurs mois par an à de graves pénuries d'eau. Et là, je veux mentionner la situation dramatique qu'il y a eu à Mayotte, l'absence d'approvisionnement en eau potable, et la situation très difficile actuellement du côté de la Guyane, du fait d'une sécheresse qui empêche notamment l'approvisionnement ou les déplacements pour la continuité de l'accès à l'école. Diapo suivante. Une autre conséquence de cette accumulation de chaleur dans le climat, c'est le réchauffement de l'océan, la fonte des glaciers, une fonte du Groenland, un écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique, qui contribue à l'accélération de la montée du niveau moyen de la mer, qui se faisait au rythme de 2 mm par an dans les années 90 et qui est passé à plus de 4 mm par an. On commence à en voir les effets: inondations chroniques à marée haute, record de niveau marin lors des tempêtes et effets sur la submersion. Notamment, ce n'est que le début. On a également des conséquences sur la salinisation des ressources en eau pour les littoraux. Diapo suivante. Le décalage entre les besoins d'adaptation pour le climat actuel et l'adaptation réellement mise en œuvre entraîne une généralisation d'impacts et de pertes et dommages qui touchent à des aspects fondamentaux de la sécurité humaine: la production agricole, la disponibilité en eau, la santé, le bien-être, les villes et les infrastructures, notamment du fait des inondations, mais aussi le vivant, et Franck en parlera. Je veux mentionner notamment que les aires climatiques propices à des vecteurs de maladies se déplacent, et de ce fait, pour la France, on a maintenant des moustiques tigres qui peuvent être vecteurs de la dengue. On a des maladies transmises par des moucherons, les culicoïdes, qui touchent très durement l'élevage de bovins et d'ovins. Et donc, ce sont aussi des conséquences indirectes via, en fait, ces vecteurs de maladies. On a perdu en 10 ans en France la moitié du puits de carbone des forêts gérées. C'est une contrainte, l'absence de résilience des forêts, sur l'utilisation de biomasse et sur les stratégies également d'atténuation. Donc, je veux souligner en fait l'articulation nécessaire entre ces deux dimensions qui a amené à réactualiser les projections de biomasse pour la stratégie française bas carbone. Ça n'est pas encore le cas pour le Green Deal européen. Donc, à retenir, ces impacts et dommages sont dus à un ensemble de facteurs climatiques, des tendances, des événements, des extrêmes, qui dépassent des seuils de tolérance de système et qui vont continuer à s'amplifier à mesure du réchauffement planétaire. Diapo suivante. Donc, l'enjeu est de construire des trajectoires vers la soutenabilité de développement qui intègrent atténuation, adaptation et l'ensemble des objectifs de développement durable, avec ces interactions entre les changements socio-économiques, leurs effets sur les émissions, l'utilisation des terres, les incertitudes associées à la réponse du climat et des puits naturels de carbone qui vont façonner le niveau de réchauffement planétaire à venir, qui vont affecter les facteurs générateurs d'impact, mais les risques vont aussi dépendre de nos réponses, de nos actions, notamment qui permettent ou non de réduire exposition et vulnérabilité. Cela a déjà été souligné tout à l'heure, des réponses inadéquates peuvent devenir des risques. Une atténuation qui n'est pas pensée comme une transition juste peut présenter des risques sociaux ou économiques. Une atténuation qui augmente la pression sur l'utilisation des terres peut saper en fait la sécurité alimentaire, en plus des effets liés au changement climatique. Des interventions délibérées sur le climat planétaire, la géo-ingénierie, dans les rapports du GIEC, est évaluée à l'angle de nouveaux risques avec des questions très particulières d'éthique et de gouvernance. Diapo suivante. Donc, pour revenir aux enjeux de l'adaptation, une stratégie bien pensée d'adaptation, elle demande plusieurs aspects. Diapo précédente. Donc, elle demande en fait d'éviter la maladaptation, c'est-à-dire des interventions pour s'adapter au climat actuel ou anticipé qui auront des conséquences négatives, par exemple des émissions de gaz à effet de serre,
une vulnérabilité accrue ou des déplacements de vulnérabilité, par exemple, sur les écosystèmes ou les personnes les plus vulnérables. On n'a pas aujourd'hui dans le cadre juridique en France de définition de la maladaptation. C'est important de le faire pour évaluer ce risque. Deuxième chose, les limites à l'adaptation. Chaque mesure, finalement, elle peut s'intégrer dans des trajectoires d'adaptation, mais chaque mesure présentera des limites. Ces limites, c'est le point où les objectifs que l'on aura par rapport à des risques tolérables ne pourront plus être assurés par des actions adaptatives. Anticiper ces limites à l'adaptation est fondamental pour éviter en fait une aggravation des pertes et dommages, ce qu'on appelle les risques résiduels, ce qui persiste après les efforts d'atténuation ou d'adaptation. Cet aspect-là est très peu présent dans la planification de l'adaptation au changement climatique en France, l'anticipation des limites aux mesures d'adaptation. Diapo suivante. Donc, les points importants à retenir, c'est que le niveau de réchauffement à venir va dépendre du cumul, en premier lieu, des émissions de CO2 à venir. Il sera stabilisé, ce réchauffement, lorsqu'on atteindra des émissions net zéro de CO2 dues aux activités humaines. On ne compte pas la réponse naturelle des puits de carbone. Net zéro, c'est dû aux activités humaines. On a une incertitude plus grande au-delà de 2050, par exemple sur la perte d'efficacité de la réponse naturelle des puits de carbone. Et donc, dernière chose, plus le climat se réchauffe, plus certaines options d'atténuation ou d'adaptation vont être limitées ou contraintes. On perd en fait des cordes à notre arc pour faire face au changement climatique. Diapo suivante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les efforts d'atténuation? En trait foncé, vous avez les politiques publiques actuelles mises en place dans le monde, des émissions qui seraient stables, qui stagneraient pendant plusieurs décennies, un cumul des émissions de CO2 qui continuerait à augmenter, un climat qui continuera à dériver. Et ça, sur la réponse médiane, ça nous amène vers 3 degrés dans le monde en fin de siècle, 4 degrés en France. Mais on ne peut pas exclure comme une éventualité de probabilité plus faible, avec la plage haute de la réponse du climat, un réchauffement mondial plus fort. Donc, quand on s'intéresse à des infrastructures, par exemple, à faible tolérance au risque, il faut regarder l'ensemble du spectre, que ce soit au niveau planétaire, français, ou pour les facteurs générateurs d'impact. Et vous voyez donc les promesses en orange, les promesses conditionnelles en rouge des différents pays, qui, si elles se réalisent, permettent de réduire les émissions et de limiter le réchauffement plutôt vers 2,5 degrés en fin de siècle. Et enfin, si les objectifs affichés de neutralité carbone français, européens, chinois, indiens à horizon 2050, 60, 70 se réalisent, ce qui va dépendre de l'action dans les décennies à venir, alors on pourrait contenir le réchauffement sous 2 degrés en fin de siècle. D'où l'importance de l'action d'atténuation sur la période de cette décennie et de la suivante, par rapport aux conséquences, aux besoins d'adaptation, au risque de dépasser les limites d'adaptation dans la seconde moitié de ce siècle. Diapo suivante. Donc, en ce qui concerne la réflexion sur l'adaptation, il est important qu'elle soit informée, pas uniquement par une trajectoire moyenne de réchauffement, mais aussi parce que ce qu'elle implique sur la fréquence, l'intensité, par exemple ici des extrêmes chauds. Et le GREC francilien a par exemple travaillé sur un monde 2 degrés plus chaud vers 2050, où atteindre 50 degrés de température à Paris devient possible, rare, mais possible, et ce qui demande de réfléchir aux vulnérabilités dans ce cas-là pour pouvoir agir maintenant et s'y préparer pour des infrastructures névralgiques. Diapo suivante. Donc on a en fait des projections similaires, par exemple pour les pluies extrêmes, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, on s'attend à une intensification des pluies extrêmes et on a besoin de méthodes pour intégrer ces connaissances, notamment pour le dimensionnement des infrastructures d'assainissement, de gestion de l'eau, pour la prévention des risques d'inondation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On ne regarde que dans le rétroviseur. Diapo suivante. Donc, si l'on regarde les risques clés en Europe ou pour les petites îles, on peut identifier pour une région particulière, avec son exposition, ses vulnérabilités, quels sont les risques clés pour nous? Ce sont les extrêmes chauds pour la santé, pour les écosystèmes, les risques de perte de production agricole, les risques liés aux situations de pénurie d'eau et un ensemble de risques d'inondation. On a des particularités pour les petites îles, sans même tenir compte de la dimension liée à la vulnérabilité, à la pauvreté,
Et je note que dans le plan national d'adaptation au changement climatique en consultation, la dimension de pauvreté, la dimension de vulnérabilité particulière est quasiment absente. Diapo suivante. Alors là, c'était pour une adaptation faible à moyenne. Et ce que vous voyez, c'est qu'en Europe, le risque d'inondation, il augmente avec le niveau de réchauffement planétaire, mais il peut être contenu dans une certaine mesure si l'on investit sur l'adaptation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire construire des trajectoires d'adaptation avec un aspect de protection, la réactualisation des ouvrages de protection comme les digues qui prend du temps, les mécanismes d'assurance mais aussi leurs limites. On voit aujourd'hui des limites à l'assurabilité sur certaines communes, toutes les pratiques d'accommodation à l'échelle individuelle, mais aussi en s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, et puis tout ce qui est évitement, donc ne plus construire en zone inondable, restauration par exemple, déménager des plaines inondables à terme comme un repli planifié. Et on voit en fait la réflexion à porter sur ce que sont les trajectoires d'adaptation, les mesures que l'on veut mettre en œuvre, infrastructures, filets de protection sociale, solutions fondées sur la nature, avec le besoin d'éclairer ces choix en identifiant les co-bénéfices et les effets indésirables, les dimensions liées à l'équité, et enfin le besoin d'évaluation de la faisabilité et l'efficacité de ces mesures et ces trajectoires, d'où l'importance de cette approche de coproduction, le rôle de la recherche pour éclairer ces choix. Diapo suivante. Alors j'ai repris la question de la montée du niveau de la mer pour illustrer finalement qu'on a des projections médianes en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2100, 2150, 2300 et au-delà. Et on a aussi la possibilité d'éventualités, de probabilités d'occurrence difficiles à quantifier, instabilité de certains secteurs de l'Antarctique par exemple, mais dont les impacts seraient considérables. C'est la courbe en pointillé en rouge, un scénario haut physiquement plausible. Ça commencerait à avoir des effets au-delà de 2050. Et sur des infrastructures critiques, sur des investissements à long terme, on ne peut pas se satisfaire de prendre uniquement les projections médianes. On doit intégrer aussi ces éventualités de probabilité d'occurrence plus faibles, mais si on ne les anticipe pas, qui nous conduiraient à des impasses. Et la question de la montée du niveau de la mer, elle pose aussi la question de la planification à long terme, sachant que différents leviers d'action ont différents calendriers de mise en œuvre, mais aussi des limites pour un niveau de la mer qui monte très vite. Diapo suivante. Au niveau mondial, on a un objectif mondial d'adaptation, donc suite à la COP28, qui est décliné avec 6 grandes priorités. La santé et les systèmes de santé résilients, l'approvisionnement en eau et l'assainissement résilient, l'accès à l'eau potable, la production alimentaire et l'alimentation, la nutrition résilient, abordable, l'adaptation fondée sur les écosystèmes avec tous les enjeux dont Franck abordera les dimensions spécifiquement, faire en sorte que la lutte contre la pauvreté soit résiliente dans un climat qui se réchauffe, avec tout l'enjeu de mesures de protection sociale adaptives, spécifiquement centrées sur la pauvreté, les dimensions patrimoine-culture, avec également les savoirs locaux et autochtones, et enfin les infrastructures et les établissements humains résilients, la continuité des services essentiels. Donc il y a un calendrier qui est proposé. Moi, ce qui m'a frappé en regardant la planification de l'adaptation en France, qui est ouverte à consultation, c'est que 2 dimensions manquent, la partie pauvreté, nettement, et enfin le fait de penser ces stratégies d'adaptation en tenant compte de la dimension de genre ou de l'égalité homme-femme. Par exemple, les femmes âgées sont disproportionnellement vulnérables à la chaleur extrême. Elles sont plus susceptibles d'une mortalité élevée. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique suite à un cas porté par des femmes âgées suisses. C'est un exemple spécifique, mais qui illustre l'importance de cette dimension. Diapo suivante. Et donc, dans les documents de la Convention climat, vous avez 3 documents qui peuvent être pertinents pour vos réflexions. Le premier, c'est une réflexion sur ce qu'est une adaptation transformatrice, sa pertinence, comment elle permet d'engager des changements systémiques et non pas d'avoir des effets de verrouillage sur des pratiques actuelles qu'on veut faire persister plus longtemps, mais qui peuvent nous mettre le dos au mur. La profondeur de cette adaptation, la vitesse, l'échelle, les champs d'application, et enfin la soutenabilité de cette adaptation elle-même, sa robustesse, sa résilience et son adaptabilité. Le deuxième volet, c'est la pertinence des indicateurs. On peut imaginer plein d'indicateurs pour l'adaptation au changement climatique, mais il ne faut pas oublier le fond. Le renforcement de la capacité d'adaptation,
l'accroissement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité, ça, ce sont les objectifs fondamentaux. Et il est essentiel que les indicateurs ne suivent pas simplement le nombre de communes qui font quelque chose, mais qu'elles portent vraiment sur la qualité de l'action mise en œuvre pour s'assurer de son efficacité. Et cela demande la disponibilité de données. Ça demande aussi la capacité à aborder les aspects transfrontaliers, un point important. Et dernier volet, le déficit de financement pour l'adaptation, un des points durs en ce moment à la COP29. On estime en fait que les besoins dans le monde sont de l'ordre de 387 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les financements publics actuels ont augmenté, mais restent seulement à la hauteur de 27 milliards de dollars par an. Et je termine sur la diapo qui vient maintenant. Par rapport aux enjeux spécifiques pour la France, donc la France, elle est particulièrement exposée. Les dernières années ont montré des effets très lourds en termes de santé publique, d'approvisionnement en eau, de perte de production agricole, très importante, la question de l'habitabilité de certains territoires, des vulnérabilités importantes, des discontinuités d'accès à l'éducation, des inégalités d'exposition, des limites de capacité d'adaptation, des coûts économiques croissants et les questions posées par la mutualisation de risques et l'assurabilité. Et donc, je reprends certaines des recommandations du Haut Conseil pour le climat. Avoir des outils de suivi des impacts. Aujourd'hui, c'est le Haut Conseil pour le climat qui, tous les ans, essaye de faire un suivi des impacts. On a le reporting des assureurs, mais le reste, les pertes et dommages non assurés, il y avait eu d'études fortes post-Xynthia. On pourrait le faire, par exemple, sur les inondations récentes ou les sécheresses récentes. On a besoin d'avoir un autre cadre que ce que peut faire le Haut Conseil pour le climat sur le suivi des impacts, des pertes et des dommages. On a besoin d'une réactualisation de l'évaluation des vulnérabilités et des risques. Le rapport Jouzel de 2014 n'a pas été réactualisé depuis, alors que d'autres pays se sont dotés en fait d'évaluations nationales qui font aussi le suivi de l'adaptation. La question de la capacité de financement soutenable pour anticiper le coût des impacts et de l'adaptation est fondamentale. On a également besoin de renforcer les mécanismes de prise de décision robustes devant l'incertitude, en tenant compte des éventualités à fort impact. On a besoin de mieux éclairer les options d'adaptation, pas simplement un cadre de planification, mais chaque option, sa faisabilité, son efficacité, ses limites, pour éclairer les trajectoires. On a besoin d'un cadre juridique favorable à une adaptation transformatrice. Et enfin, penser ces transitions de système qui intègrent adaptation, atténuation et soutenabilité. Merci. Bonjour, merci pour votre invitation, merci pour votre présence dans la salle et en ligne. Je m'appelle Franck Courchamp, je suis chercheur au CNRS et je vais vous parler pas de climat, mais de biodiversité, qui est mon expertise, et plus précisément des liens entre la biodiversité et le climat. Je vais essayer de jouer la montre jusqu'à ce que mes diapos arrivent. J'espère que j'aurai la main, c'est plus facile, parce que j'en ai beaucoup qui défilent assez rapidement. Non, en fait, je ne veux pas jouer la montre, je vais juste attendre. J'ai bien fait de ne pas essayer de jouer la montre, hein, parce que je serai à court de blagues là déjà.
Exactement. Éventuellement, en attendant, on prend une question, si vous voulez bien, pour Madame. Oui, si vous voulez. Marc, je vous passe le micro directement. Bonjour madame et merci beaucoup pour votre intervention que j'ai trouvée sincèrement très intéressante. Alors, je ne vous apprends rien, vous savez qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au réchauffement climatique malgré les preuves scientifiques. Donc, vous nous avez parlé de maladaptation et je me posais la question, est-ce que vous pensez que si le gouvernement intègre beaucoup plus les stratégies de bonne adaptation au changement climatique, cela convaincra les personnes, entre guillemets, climato-sceptiques que le réchauffement climatique est bien réel et prendront beaucoup plus conscience des dangers qui peuvent leur arriver? En fait, c'est un sujet, je pense, qui va être abordé dans les tables rondes suivantes. Donc, qui est en fait comment est-ce qu'on fait pour monter en compétences, pour faciliter une appropriation de cet état des connaissances très large dans la société, dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est aussi en fait la question de l'information fiable qui est transmise à l'ensemble de la société et le rapport à la désinformation qui facilite en fait parfois des opinions ou des croyances en décalage avec l'état des connaissances scientifiques. Et il y a dans le fait de douter de la gravité de la situation, donc il y a un certain nombre de points. Parmi ces points, il y a aussi parfois la confiance que l'adaptation pourra permettre de réduire tous les risques. Et donc prendre des exemples particuliers, identifier quels sont les coûts de l'adaptation, quels sont les temps de mise en œuvre, quelles sont les limites et quelle est la gravité éventuellement des risques résiduels. C'est un point qui est extrêmement important dans le cheminement pour agir plus rapidement sur les émissions de gaz à effet de serre et ne pas se trouver piégé par des rythmes et des ampleurs de réchauffement qui seraient ingérables. Et c'est l'exemple typique de la ville de New York, post-tempête Sandy, qui a fait tout ce cheminement, cette réflexion sur les limites à l'adaptation et qui l'a convaincu à grande échelle d'être proactive sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Merci à vous. Franck Courchin, je vous en prie. Merci. Merci. Donc, je vais tenter de répondre à la question qui nous réunit aujourd'hui, mais sur un champ un peu connexe de celui du changement climatique, puisqu'il s'agit de la biodiversité. Donc, on parle plus volontiers dans mon domaine de changements globaux. C'est un autre aspect, mais qui, vous allez le voir, est totalement lié. Alors, je vais faire une introduction assez courte sur ce que c'est que la biodiversité. J'ai vu que le concept était présent en pointillé dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Je vais me focaliser quand même sur des points assez essentiels, même si je vais aller très vite, comme celui de la valeur ou des valeurs de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on parle de biodiversité? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a deux grands types de valeurs. Il y a la valeur instrumentale, ou la valeur qu'on appelle aussi utilitaire, qui est la valeur pour ce que la biodiversité peut apporter aux humains, et la valeur intrinsèque, donc indépendamment de ce que cela peut nous apporter. Je ne vais pas tellement aller sur la valeur intrinsèque, mais plus sur la valeur instrumentale. Je vais expliquer brièvement qu'on parle de biens et de services que la biodiversité nous apporte. Évidemment, la nourriture, en premier lieu, tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. On oublie assez souvent que moins de 3% des plantes qui sont disponibles pour l'alimentation sont en fait utilisées. Et nous avons 12 espèces qui fournissent les 3/4 de l'alimentation mondiale. Nous avons aussi les matériaux, même si on a souvent l'impression qu'on vit dans du béton et du verre. Ici, c'est un contre-exemple, puisqu'on a pas mal de bois, par exemple. Donc, le bois, la laine, le coton, chanvre, lin, soie, cuir, etc. Plus de 2 milliards de personnes utilisent le bois comme source unique de combustible pour se chauffer, pour cuire leur nourriture, etc. La médecine, évidemment, on pense souvent que c'est l'industrie chimique qui nous fait la médecine. On oublie souvent que les 2/3 des molécules qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique proviennent directement de l'exploitation des plantes à l'état naturel et qu'environ 4 milliards d'individus dépendent encore principalement des médecines dites naturelles. Et puis, il y a les services, après les biens, donc on l'a déjà évoqué. Il y a pas mal de types de services différents. Je vais
pas du tout passé sur tout ce qui est régulation du climat, de l'eau, de l'air, la biodégradation, etc. Je vais juste en parler d'un parce qu'on en entend souvent parler et parce qu'il importe plus facilement aux gens qui s'intéressent au financement, c'est la pollinisation. 80% de nos cultures ont besoin de pollinisation animale et cela en fait concerne des sommes assez importantes puisque dans le monde, on considère que c'est à peu près 9,5% de la production agricole mondiale, soit 153 milliards de pertes annuelles à cause de la perte des pollinisateurs. Un autre exemple de financement important, c'est la dégradation des sols, la biodiversité qui contribue à maintenir la qualité et la fertilité des sols. Elle est essentielle pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, la régulation du climat, la prévention des catastrophes naturelles. Et là, les pertes mondiales sont estimées à 1,3 trilliard, donc c'est des milliers de milliards de manière annuelle au niveau mondial. La pollution de l'air, de l'eau et des sols, encore des chiffres qui sont très importants, 5,1 trillions par an. Et puis, les invasions biologiques. Alors, j'ai mis cet exemple parce qu'on en entend très peu parler, et puis aussi parce que c'est ma spécialité. Et là, les coûts annuels, c'est 423 milliards de dollars par an. Donc, les invasions biologiques, les espèces qui sont mises dans des écosystèmes où elles n'ont pas évolué, par exemple d'un continent à l'autre, c'est à peu près 423 milliards, c'est plus de 80 fois les budgets annuels combinés de l'OMS et de l'ONU. C'est l'ordre de grandeur des catastrophes naturelles dans le monde. Et puis, il y a la valeur intrinsèque, dont je ne vais pas parler, qui est aussi la valeur des espèces pour elles-mêmes. Si vous voulez en reparler de pourquoi j'ai mis un pou ici. Donc, cette biodiversité qui a une importance forte, elle est aussi en déclin important. Donc, ici, c'est une des figures clés du rapport de l'IPBES. Donc, l'IPBES, pour raccourcir, c'est le GIEC de la biodiversité. La première évaluation mondiale a lieu en 2019 et le chiffre clé était 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction à court terme dans les prochaines décennies, ce qui n'a évidemment jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez ici sur cette courbe qui est un petit peu contre-intuitive, puisque plus ça monte, moins c'est bien, c'est l'accumulation des pourcentages d'espèces qui se sont éteintes depuis les 300 dernières années, 400 dernières années, dans différents groupes taxonomiques. Et vous voyez que c'est des courbes exponentielles à chaque fois. Et un autre chiffre important, enfin un autre graphique important, c'est les taux d'espèces actuellement menacées dans différents groupes. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 2/3 dans certains groupes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important au niveau quantitatif. On parle souvent de l'empreinte humaine. Alors, il y a différentes façons de la visualiser, comme par exemple des cartes comme ça, avec des indices qui sont calculés pour prendre différents facteurs en compte. Et vous voyez qu'ici, en France, on n'a pas forcément des leçons à donner aux autres pays. Un autre aspect que j'aime bien pour démontrer cette empreinte humaine, c'est la biomasse, c'est-à-dire la masse combinée de tous les êtres vivants. Et ici, une étude assez récente d'un collègue qui se focalise sur les mammifères marins et terrestres, et qui montre que maintenant, seulement 6% de la biomasse combinée de tous les mammifères, c'est les mammifères sauvages. 94%, c'est les hommes et leur bétail. Alors, en France, un petit peu plus sur la France. Donc, la France, elle est importante au niveau biodiversité. 10% des espèces connues sur la planète sont en France. Plus de 600 nouvelles espèces sont décrites par an. Donc, on continue à enrichir notre répertoire parce que la recherche progresse pour découvrir les espèces qui sont présentes, mais qu'on n'a pas encore découvertes. On a plus de 10% de la superficie mondiale corallienne, plus de 20% des atolls mondiaux, avec des services écosystèmes très importants pour les coraux. On a des territoires d'outre-mer avec une richesse très, très importante. Par exemple, un hectare de forêt en Guyane peut abriter plus de 300 espèces d'arbres, c'est-à-dire plus que tout ce qu'il y a dans l'Europe continentale. Il y a 20 000 espèces qui ne se trouvent qu'en France, qu'on ne trouve nulle part ailleurs,
dans le monde. Et évidemment, au niveau de déclin de la biodiversité, c'est non seulement un petit peu pareil, mais c'est même un petit peu pire qu'ailleurs. Plus d'une espèce sur 5 est menacée d'extinction en France. Et en fait, la France est sixième, c'est la diapo précédente, le 6e pays qui héberge le plus grand nombre d'espèces menacées. Alors pourquoi est-ce que ces espèces s'éteignent? La pollution, la surexploitation, la destruction de l'habitat, les espèces exotiques envahissantes, les invasions biologiques et le changement climatique. Le changement climatique qui, pour l'instant, n'a pas encore eu un impact très, très important sur la biodiversité parce que ça commence à arriver seulement depuis quelques décennies et ça met du temps. La biodiversité est un petit peu lente à réagir aux choses, mais c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, va prendre le pas sur le reste. Alors, évidemment, ce n'est pas un concours, changement climatique, biodiversité, mais il faut vraiment réaliser que la communication de la science sur la biodiversité a une douzaine d'années de retard sur la communication de la science sur le climat. Il n'y a qu'à voir avec les COP, COP 28 climat, COP 16 biodiversité. Et on commence seulement à réaliser au niveau de la société l'importance de ce que cette perte de biodiversité va faire pour les sociétés. Alors pourquoi c'est important ce lien entre le climat et la biodiversité? Tout simplement, pour les espèces vivantes, le climat, c'est le facteur premier qui fait qu'un environnement est favorable ou non. Prenez un renard, vous le mettez dans un milieu extrême, il y a seulement les renards type fenec qui vont vivre dans le milieu extrême chaud et le renard polaire dans le milieu extrême froid. Évidemment, si vous les inversez, ils ne vont pas s'y plaire. Et en fait, pendant des décennies, les écologues ont essayé de chercher quels sont les facteurs qui décrivent le mieux les patrons de distribution des espèces sur le globe. Et en fait, on n'a jamais trouvé mieux que les facteurs climatiques généraux. Ce sont en fait eux qui déterminent les limites de tolérance des espèces. Alors, on va passer là-dessus, mais si vous voulez, on pourra y revenir dans les questions, qui font que si le climat change, les espèces vont disparaître. La biodiversité et le climat, c'est aussi beaucoup d'interactions et des synergies entre les deux, et aussi, du coup, une importance de ne pas essayer de régler l'un sans régler l'autre, puisque non seulement, sinon, on n'a fait que la moitié du travail, mais des fois, on peut arriver à des contresens. Alors, très brièvement, ça, c'est un graphe qui vient d'un des rapports de lien entre le GIEC et l'IPBES, et qui montre ici quels sont les effets des actions du climat sur la biodiversité ou de la biodiversité sur le climat. Et donc, lorsqu'on fait des actions sur l'une de ces grandes causes de changement global, qu'est-ce que cela va faire sur l'autre type de changement global? Et on voit qu'en fait, il y a énormément d'interactions, il y a énormément de liens. Alors, ça peut être bien parce que lorsque c'est en bleu ici, ça veut dire que c'est positif. Donc, lorsque, par exemple, on fait des actions sur le régime alimentaire, ici, si on change son régime alimentaire, ça va avoir que des effets positifs, non seulement sur le climat, mais aussi sur la biodiversité. Mais vous voyez aussi qu'en rouge, on peut avoir des effets qui sont néfastes lorsqu'on a une action, par exemple, sur le climat et qu'on n'a pas pris en compte les effets sur la biodiversité. Alors, pour conclure, les deux pans de changement global, ces deux urgences environnementales, sont très similaires parce qu'elles sont globales toutes les deux, elles sont dues aux activités humaines, elles sont néfastes pour les humains et elles sont résolvables par les humains également. Juste pour conclure, puisque on parle des engagements, est-ce qu'on est assez sur la bonne voie? Alors, il y a beaucoup d'engagements de la France, à l'international d'abord, avec la signature de la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique, les participations aux différentes COP. Ici, vous avez les accords de Kunming-Montréal, qui était la COP 15. Vous voyez ici un certain nombre d'engagements de la France, signés par la France, pardon. On sort le mois dernier de la COP 16 en Colombie. Et puis au niveau national, on a aussi le plan climat, biodiversité et transition écologique du ministère de la Recherche, et puis la stratégie nationale biodiversité avec un grand nombre d'engagements aussi. Alors ces engagements sont nombreux, ils sont ambitieux, ils sont variés, ils couvrent de très nombreux sujets. Et on est bloqué.
Est-ce que vous arrivez à me mettre la diapo suivante? Oui, c'est bon. Mais pour ce qu'il faut, ce qui en est de la question qui a été posée, est-ce que ces objectifs d'adaptation sont à la hauteur des règlements en cours et à venir? Sans langue de bois, ces engagements sont arbitraires. 30% d'aires protégées, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 40%? Ils sont vagues, protégés, ça veut dire quoi? En fait, c'est assez facile de dire qu'une aire est protégée si on ne la protège pas vraiment, si elle est protégée que sur le papier. C'est une des craintes actuellement. Ils sont insuffisants, évidemment. Lorsqu'on dit qu'on va protéger, qu'on va limiter de 50% les pollutions aux pesticides, par exemple, d'ici 2050, on peut se demander pourquoi juste 50%? Pourquoi est-ce qu'on garderait encore 50% de ces produits particulièrement néfastes pour la biodiversité? Et ils sont insuffisamment soutenus. Alors là, ce n'est pas mon expertise du tout, je parle sous le couvert de votre expertise à vous, c'est des chiffres que j'ai trouvés mais qu'il faut peut-être vérifier. Le financement, par exemple, de la stratégie biodiversité, c'est 1 milliard sur 8 ans. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais en 2020, l'État a subventionné les énergies fossiles à hauteur de 11 milliards. La filière aéronautique à hauteur de 15 milliards et 200 milliards pour les subventions aux entreprises en 2023. Est-ce qu'ils sont atteignables? Peu de progrès et aussi beaucoup de recul. Donc là, je mets juste des mots-clés, hein, néonicotinoïdes, glyphosate, etc. Mais il y a effectivement des inquiétudes sur le fait que ces objectifs soient atteignables. Dernière diapo. Les urgences de la biodiversité et du climat sont, sans conteste, sans exagération, sans drama, sans catastrophisme, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et il est clair que la société, globalement, n'a pas encore pris pleinement compte ces enjeux et acté concrètement pour sortir de cette crise environnementale globale. Voilà, je vous remercie. Merci Franck Courchamp. Je vous propose de prendre une ou deux questions avant de passer à la première table ronde. Peut-être au fond, puis Magali. Oui. Est-ce qu'il y a le micro qui est toujours dans les pages? Est-ce que vous avez fait une appréciation sur la pertinence des infrastructures existantes et leur investissement à long? Donc, il y a eu déjà en fait des exercices, crue centenale à Paris, et Magali Reguetzarit, qui est devant, pourrait en parler bien mieux que moi. Ce qui est prévu dans la stratégie d'adaptation de la France au changement climatique, c'est notamment que l'INRAE et Météo France travaillent en fait sur ce qui pourrait être les crues centenales à venir, notamment à l'angle pluie intense, mais aussi débordement de cours d'eau, compte tenu également des infrastructures d'aménagement qui ont déjà été mises en place. Magali. Juste pour répondre à votre question, oui, ça a été fait. Actuellement, on est sur des données qui sont un peu anciennes. On est sur 60 milliards d'euros de dommages sur 5 ans, 3 points de PIB cumulés, sans compter les infrastructures critiques, notamment le métro. Et pour avoir une idée, une catastrophe type Sandal dans des grandes villes, c'est à peu près 100 milliards en perte immédiate. Voilà. Moi, j'ai une question pour les deux intervenants. Merci beaucoup. Valérie, notamment par rapport à ton expérience au GIEC et au Conseil pour le climat, quels seraient selon toi finalement les besoins en termes d'évaluation budgétaire? Parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, la raison d'être de cette maison. Sur les dimensions d'adaptation et de transition, je pense notamment aux dépenses brunes, à la fiscalité, aux dépenses défavorables au climat et la biodiversité, aux questions aussi de financement et d'investissement dans les actifs échoués, qui sont un sujet majeur, avec derrière aussi le besoin d'avoir des indicateurs robustes pour décider qu'est-ce qui est défavorable ou pas, et avec un enjeu sur la biodiversité majeur, parce que c'est encore plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui est défavorable ou pas, et comment finalement apporter un regard robuste et éclairé pour orienter et recommander à la décision publique des engagements budgétaires au niveau. Et de mon expérience, on n'avait pas au Conseil de chiffres solides pour estimer ces dépenses. Il y avait un réel besoin. Juste avant, je vous propose de prendre la troisième question qui était là. Juste derrière, oui.
Oui, bonjour. Merci encore beaucoup pour ces interventions très intéressantes. J'ai une question pour vous, Monsieur Courchamp. On l'a montré, l'adaptation, quand elle est pensée, elle est surtout pensée en termes de changement climatique. Elle est pensée en termes d'inondation, d'incendie, de risques majeurs. Vous avez mentionné que l'adaptation, elle doit aussi se penser en termes de potentiels risques, en termes de médicaments, en termes de matériaux, et puis d'autres éléments que vous avez aussi mentionnés en début de présentation. D'après vous, quels sont les enjeux de recherche pour pouvoir faire ce pont entre l'adaptation qui est aujourd'hui pensée en termes de changement climatique et l'adaptation qui devrait être aussi pensée en termes de perte de biodiversité? Vous avez mentionné à la fin l'un de ces enjeux qui pourrait être de mapper ces interactions qu'on a entre changement climatique et perte de biodiversité. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux de recherche? Et même de manière générale, là on parle de perte de biodiversité, mais il y a aussi les autres limites planétaires. Est-ce que vous avez aussi des idées là-dessus? Oui. Merci. Il y aura une pause après la première table ronde, donc vous pourrez poser les autres questions, mais je suis obligé de tenir le temps. Je vous en prie. Alors, en fait, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Une des difficultés qu'il y a, alors on va d'abord être positif. Un des points positifs sur la biodiversité par rapport au climat, c'est que la biodiversité est très résiliente. C'est-à-dire que si on arrête aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, on va continuer quand même. Un désaccord. Quand même un temps de latence, par exemple, avec la montée du niveau des mers. Moi, c'est ça que je veux. Et un temps de latence qui est même assez important. Avec la biodiversité, en fait, la résilience est telle que si on arrête immédiatement les pressions sur la biodiversité, on peut avoir un retour très, très rapide, y compris pour des espèces qui sont vraiment sur le point vraiment en danger critique d'extinction. Donc ça, c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est que la biodiversité, en général, les services écosystémiques, les fonctionnements des écosystèmes sont extrêmement complexes, sont plus complexes que le climat parce qu'ils prennent en compte la complexité du climat et ils la démultiplient. Et moins connus que le climat, et les modèles de projection de biodiversité sont moins performants que ceux sur le climat. Elles sont moins avancées en termes notamment de rétro-prévision, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Une des choses qui manque encore beaucoup en recherche sur la biodiversité, c'est des indices globaux qui nous permettent de comprendre à quel point la biodiversité est impactée dans différentes régions, par exemple, à différentes échelles, par les 5 grands facteurs de perte de biodiversité, et notamment par les invasions biologiques qui est le facteur le plus difficile à quantifier. On espère, dans les années qui viennent, prochainement, pouvoir débloquer vraiment une porte là-dessus. C'est ce sur quoi je travaille actuellement. Et on a des pistes vraiment très prometteuses qui pourraient nous permettre de quantifier les impacts sur la biodiversité et donc également les progrès, quels que soient les types d'impacts. Et donc de pouvoir les compiler, les traiter statistiquement avec des projections spatiales temporelles, etc. Merci. Soline, une autre des questions. Alors, en fait, il y a en fait une question qui est comment est-ce qu'on mesure la richesse produite en France en tenant compte, par exemple, du coût social du carbone. Et ça, c'est intéressant, cette approche-là, parce qu'elle permet de valoriser les efforts de décarbonation par rapport aux impacts négatifs à venir, dans une logique presque de prévention. Et c'est la même chose, je pense, sur tous les enjeux d'adaptation. On est sur une logique, en fait, d'investissement pour prévenir des impacts et éviter qu'ils ne se produisent. Et donc, tout l'enjeu, de mon sens, c'est comment on permet de quantifier le retour sur investissement par rapport aux investissements dans l'adaptation, la référence étant une trajectoire où on n'a pas investi dans l'adaptation, et donc l'ampleur des pertes et des dommages, des coûts économiques et non monétaires d'ailleurs, qui seraient à suivre. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une difficulté, point de vue purement économique, donc à avoir un suivi des pertes et des dommages, notamment non assurés.
On a une difficulté à évaluer les investissements dans l'adaptation. Donc, on connaît le montant des investissements publics, c'est 50 milliards par an, etc. Les estimations sont que l'investissement dans l'adaptation, c'est quelques pourcentages en plus pour pouvoir s'assurer de la résilience, mais on n'a pas encore d'outils systématiques de suivi. Il y a peut-être également un manque d'outils pour suivre les effets bénéfiques ou non à l'angle redistributif également, pour faire en sorte que les investissements dans l'adaptation ne nuisent pas, notamment par rapport au risque d'exacerber les inégalités, par exemple, entre territoires, entre entreprises ou entre catégories de ménages, je dirais. Voilà. Donc, je pense que cette logique, en fait, de prévention, elle est présente dans le dimensionnement du type fonds Barnier ou autre, mais elle n'est pas encore à l'échelle suffisante pour l'ensemble des aspects d'adaptation au changement climatique. Très bien. Je vais laisser monsieur le rapporteur général, cher Guy Rolland, introduire la première table ronde et il nous reste à vous remercier chaleureusement pour ces propos très riches. Merci à vous.